Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je lise les pires critiques de mes livres préférés. Ça va faire mal. J'ai vu cette vidéo sur plein de chaînes, mais je pense notamment à celle de The Riddler. Je sais pas pourquoi elle m'a marqué. Bref, je vous la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Et j'en ai sélectionné 5 ou 6, je sais plus. Je vais utiliser Babelio, ce sera beaucoup plus simple. Les critiques sont déjà en français plutôt que sur Goodreads où parfois il faut traduire de l'anglais, bref. On va commencer tout de suite et on va commencer fort. Le premier livre, c'est un livre de mon enfance, il s'agit de Mathilda de Roald Dahl. C'est un livre que j'adore, je regarde aussi le film très régulièrement, le film qui avait été fait par Danny DeVito. Et je l'aime énormément, c'est un film très réconfortant, un livre réconfortant. J'adore le personnage de Mathilda, c'est un de mes personnages préférés dans les littératures. Si vous connaissez pas l'histoire de Mathilda, du coup c'est une petite fille qui a des capacités intellectuelles assez hors normes et quelques petites capacités surnaturelles. Du coup c'est une petite fille qui apprend toute seule à lire et elle lit énormément de classiques, quasiment tous les classiques. Sauf que dans sa famille, il n'y a pas de valorisation de la lecture, ils trouvent que c'est une perte de temps. Et elle, tout ce qu'elle a envie, c'est d'aller à l'école. Et du coup, elle va se retrouver dans une école avec une directrice assez particulière qui n'aime pas les enfants et qui prétend n'avoir jamais été une enfant. Bref, je vous invite vivement à le lire ou à le regarder parce que le film est extrêmement bien. Le film de 1996, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai pas regardé la nouvelle adaptation là, qui est sortie sur Netflix. Mais ce sera pas pareil. Ce sera pas pareil. Il n'y a qu'un seul avis, une étoile. Ça date de 2013, du 20 mars 2013. Et la personne écrit « Je n'ai pas apprécié ce livre, je lisais la même chose en CP. Mathilda est une petite fille qui est précoce et qui adore lire. Malheureusement, elle n'est pas inscrite à la médiathèque et vit dans une famille tyrannique et blablabla. On s'endort, on n'est plus en primaire. » Alors écoutez, c'est pas un avis très constructif de mon point de vue. Je pense que la personne n'a pas compris ce qu'était Mathilda parce que tout simplement c'est un livre pour enfants et qui est bien de lire en primaire et même après, mais c'est un bon début de le lire en primaire, donc je pense que c'est une lecture adaptée pour des enfants de primaire, donc peut-être que cette personne ne l'a pas lu au bon moment, je ne sais pas. Vu que c'était pas un avis très constructif, je vais lire les deux avis 2 étoiles. Alors on en a un de 2012. Mathilda est une toute petite fille surdouée que tout le monde bafoue sauf son adorable institutrice Mademoiselle Candy. Mathilda a 5 ans, sait lire et faire des calculs aussi précis qu'une calculatrice, ce qui n'impressionne nullement ses parents ni la directrice de l'école qui sont anti-culture et la trouvent fourbe et attribuent ses prouesses à des mensonges ou autres tours de passe-passe, mais l'enfant a plus d'un tour dans son sac et ne va pas en découdre. C'est un assez bon résumé du livre déjà. Ce que j'aime chez Roald Dahl, c'est qu'il réveille l'enfant qui sommeille au fond de nous. C'est un roman très plaisant et très rapidement lu. Pas aussi bon que Charlie et la chocolaterie que j'affectionne particulièrement, mais bon, mettons ça sur le compte de la gourmandise, à mettre entre toutes les petites et moins grandes mains. Bah écoutez, c'est un avis très positif, je comprends pas pourquoi cette personne a mis 2 étoiles, mais écoutez, je suis plutôt d'accord. J'ai lu Charlie et la chocolaterie, je vous avoue que j'aime énormément que ce soit le livre ou le film qui a été fait par Tim Burton, que j'ai vu un nombre incalculable de fois parce qu'il est sorti quand j'étais assez jeune, je devais avoir une dizaine d'années, un truc comme ça. Mais écoutez, moi je préfère Mathilda que Charlie et la chocolaterie, mais du coup son avis ne reflète pas les 2 étoiles sur 5, parce que c'est à chaque fois sur 5. Bref, et bien on va lire l'autre qui date de 2019. Eh bien non, je ne suis pas enthousiaste à la lecture de ce roman, contrairement à de nombreuses personnes qui en écrivent un avis élogieux ainsi que des proches qui me l'avaient fortement conseillé. Je l'ai pourtant écouté en livre audio de belle qualité avec différentes voix, des accents, de beaux efforts d'interprétation, du bruitage de la musique, lu par... bon, on s'en fiche ça. Cette lecture m'a souvent horripilée, je n'y ai rien retrouvé de ce qui m'a plu chez Roald Dahl dans les autres romans que j'ai lus. Le personnage même de Mathilda ne me plaît pas. Elle qui pratique la lecture avec une grande précocité, elle ne m'a pas du tout communiqué le goût de... Oh là là, j'arrive pas du tout à lire, contrairement à Mathilda. Elle qui pratique la lecture avec une grande précocité ne m'a pas du tout communiqué le goût de lire, étrangement. Serais-je passée à côté? J'ignore ce qui n'a pas fonctionné, mais c'est une déception totale.
Mais écoutez, là j'ai pas grand chose à dire non plus parce que moi aussi il m'est arrivé souvent de passer à côté de livres que plein de gens avaient aimés. Mais je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer Mathilda. C'est une petite fille qui est très attachante pour moi mais qui peut être très énervante dans son côté un petit peu je sais tout. Mais bon, c'est juste que ça l'a pas fait pour cette personne. Mais en tout cas, à part La vie une étoile qui pour moi n'était pas très... En fait, il apportait rien, juste cette personne l'a lu en disant qu'on n'est pas en primaire, mais justement, c'est un livre pour des enfants de primaire. Bref, je vais aller plus vite parce que je parle beaucoup trop et je suis déjà beaucoup filmée. Le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. J'en parle en long, en large et en travers de cette maison d'édition dans mes vidéos. Vous en avez 3 exemples juste ici, je pense que vous n'avez pas beaucoup de doutes sur la maison d'édition. C'est la maison d'édition Relevant, bravo. Le cœur singulier de Millie Davis de Sarah Yarmand, S.A. Yarmand. Et là, il n'y a qu'un seul avis 1 étoile et qu'un seul avis 2 étoiles, donc on va lire les deux. Alors, pour l'avis 1 étoile, du coup de 2022, eh ben il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de il y a pas de texte, il y a juste mis 1 étoile. Et l'avis 2 étoiles, ah là il y a du texte. Oh là là, oh oui, il y a une dissertation, il y a beaucoup trop de texte. Je vais peut-être pas tout lire. Et puis je vois qu'il y a peut-être des petits trucs un peu spoilants. Bref, la personne n'a pas mis 2 étoiles, c'est 1 étoile et demie. Ça pique le cœur. Bref, elle a écrit « Difficile de chroniquer une lecture qui a tant suscité de coups de cœur. J'ai découvert la plume de Sarah grâce à son premier roman que j'avais adoré, une belle surprise. Il me tardait donc de découvrir son second roman et de faire la connaissance de Millie, l'occasion de soutenir sa jeune maison d'édition, les éditions Hurlevent. » Parce que si vous ne le sauriez pas et que je ne l'ai pas assez redit, Sarah c'est Mrs. Book Yarmand sur YouTube et du coup c'est elle la créatrice des éditions. Ce roman était plein de promesses, un univers à la Dark Academia, un côté réconfortant avec de grandes bibliothèques, vieux bouquins, bougies, une ambiance gothique et surtout un voyage en Écosse. Je n'ai pas su saisir cette essence-là. Ah oui, j'ai oublié de vous faire le résumé. Alors je vais essayer de vous refaire un petit résumé. Du coup on va suivre Millie Davis qui est une étudiante en fac d'histoire mais qui a précédemment publié un livre qui est devenu un best-seller. C'est un roman historique, sauf qu'on lui a reproché pas mal d'anachronismes et c'est pour cette raison qu'elle retourne à la fac d'histoire pour corriger ça pour son second tome. Et du coup, elle va être aidée par l'un de ses professeurs qui est archiviste, donc c'est son professeur d'archivistique, je me suis pas trompée. Et du coup, va s'en suivre ça. Et en même temps, on va suivre Millie et en même temps, on va suivre les personnages de son roman et au fur et à mesure qu'elle le construit. Bref, j'ai adoré, il y a une double temporalité, Millie est adorable, je me reconnais beaucoup en elle. Reprenons la lecture de cet avis, c'est très fragmenté, ça va pas du tout. Alors, si plein d'éléments sont mis en avant, j'ai trouvé que l'ensemble manquait de cohérence. Il m'a manqué une trame narrative, une intrigue, je ne voyais pas où l'autrice voulait en venir. Je me suis ennuyée durant ma lecture et j'ai trouvé le rythme lent avec beaucoup de longueur. Le groupe de mamies véganes qui veulent œuvrer pour le climat censé apporter une dose d'humour ne m'a pas convaincue. Trop de clichés et des personnages caricaturés. Concernant l'Écosse, c'est finalement une infime partie du roman qui se déroule dans ce pays. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Millie qui est effectivement très singulière, solitaire, bourgeoise. Elle est souvent dans ses appartements, elle a un chauffeur particulier, etc. et atteinte de troubles anxieux. J'ai trouvé que le personnage est poussé à l'extrême. J'ai bien aimé en revanche la relation très fusionnelle qu'elle entretient avec sa grand-mère, c'était très touchant. Le dénouement était émouvant et l'épilogue, les remerciements également, nous permettant de mieux cerner l'autrice et de comprendre ce qu'elle a voulu transmettre dans ce roman, qui est finalement très personnel. Je tiens tout de même à souligner la plume de Sarah, je trouve qu'elle a un vrai talent pour l'écriture et le travail formidable qu'elle a fait avec sa maison d'édition. L'objet livre est magnifique et qualitatif. Pour ma part, je n'ai pas été séduite, mais je vous invite à vous faire votre propre avis. Bah écoutez, dans l'ensemble, je trouve que son avis est très bien. Enfin, je comprends tous ses arguments. Je peux comprendre qu'elle ait trouvé des petites longueurs parce que le livre est assez épais. Il fait 700 pages, je crois. Attendez, je vais vérifier. Ouais, il fait 752 pages, donc je comprends que pour certaines personnes, il y a peut-être quelques longueurs. En tout cas, son avis est très constructif. Je trouve qu'elle est très respectueuse. Enfin, je dis elle, mais c'est peut-être un mec, je sais pas. Je trouve que cette personne est très respectueuse dans son avis.
On peut comprendre aussi qu'on n'aime pas forcément Millie, parce qu'elle a peut-être aussi un côté un peu trop parfaite. Mais en tout cas, ça va, mon cœur ne souffre pas trop encore. Probablement pour le prochain. Le prochain, c'est les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Oula, il y a 5 avis, une étoile. Je sens que ça va piquer. Pour vous refaire le rapide résumé, on va suivre Satoru qui est un humain et qui va rencontrer son chat qu'il a appelé Nana. Voilà. Du coup, il va rencontrer Nana un peu par hasard dans son parking. Ils veulent le nourrir et puis l'adopter. Et du coup, ils vont passer 5 années super ensemble. Et au bout de ces 5 années, Satoru va devoir se séparer de Nana pour des raisons qui lui sont personnelles. Et vu qu'il veut lui offrir une belle famille, il va faire le tour de ses amis au Japon pour faire rencontrer Nana à ses potes et que Nana puisse vivre dans une famille aimante. Donc on va suivre du coup leurs aventures à travers le Japon. Bref, j'avais adoré. Le moment était assez particulier parce que j'avais commencé ma lecture à haute voix. Je le lisais avec une amie dans un parc et c'était un moment très singulier dans notre vie. Bref, j'avais adoré et là je m'apprête à lire des choses qui vont démonter le roman. Je sens que ça va faire beaucoup de mal à mon petit cœur. Alors, un premier de Laurent. Que nous dit Laurent? Je viens de finir péniblement cet ouvrage. Je ne sais pas si c'est lié à la différence culturelle avec un auteur japonais ou la traduction, mais je n'ai pas été émue par cette histoire, la trouvant même plutôt niaise par moments. Vite, je passe à autre chose. Aïe. Franchement, j'ai mal. Mais après aussi, c'est la littérature japonaise, ça peut ne pas plaire parce que c'est une littérature qui peut parfois être très contemplative, c'est assez lent. Moi-même, c'est une chose que j'avais reproché au tout premier livre japonais que j'avais lu. C'était du coup La papeterie de Tsubaki et j'avais eu du mal au début parce que je trouvais ça lent et au final, c'est une chose que j'avais adorée dans la littérature japonaise. Mais là, monsieur, c'est pas niais, c'est mignon. Bref, passons à autre chose. Ah mon dieu, il y a quelqu'un qui a mis que 0,5. Ah ben on va le lire. C'était cette année en plus, le 23 janvier 2023. Il faut savoir parfois abandonner une lecture qui devient pénible. Il y a quelques années déjà que je ne lis plus la collection de la Bibliothèque Verte qui je pense est en globalité plus intéressante que ce livre. L'histoire est d'une mièvrerie extrême, l'anthropomorphisme recherché ne m'a absolument pas touchée ni fait sourire. Les dialogues sont creux et la sensiblerie digne de 8 ans d'âge. Mieux vaut lire les fables de La Fontaine. Oh, je suis tellement pas d'accord. Monsieur, vous avez pas de goût, hein. Vraiment. Franchement, Nana, il est trop drôle. Ah, j'ai mal au cœur, là. Bon. On va lire les deux autres et après, on va passer, hein, parce que j'ai rien à dire, ce monsieur n'a pas de goût. À lire peut-être avant 15 ans, et pourtant j'aime les chats. Ce qui m'ennuie le plus est de craindre que la traduction n'aide pas le texte. Le français qu'on y lit est assez négligé. Plus encore, cette traduction fabrique des expressions qui n'ont aucun sens en français. Faut-il imaginer que le traducteur veuille passer quelques traits de la civilisation japonaise? Il y a bien d'autres auteurs plus pertinents. Bon courage. Pourquoi ce bon courage? Et je vous avoue, je comprends pas trop ces remarques par rapport à la traduction. Parce que bien, je fais pas de traduction littéraire, mais je vois assez bien quand une traduction est bonne ou non dans un livre. J'ai fait des études de traduction, si jamais vous ne saviez pas. Mais traduction audiovisuelle, j'ai trouvé que la traduction était plutôt bien. Je vois pas ce qu'il veut dire par la traduction qui fabrique des expressions. En tout cas, il n'y en a pas qui me viennent en tête et il n'a pas mis d'exemple, du coup c'est frustrant. Bah écoutez, je comprends pas trop son avis, mais bon, soit. Bon écoutez, il y en a encore deux autres, je vais en lire qu'un parce que j'en ai marre des critiques sur ce livre. Alors rarement un livre m'a autant rejeté. Pourtant je m'y suis accrochée jusqu'à la 109e page. Puis l'évidence, impossible de continuer jusqu'à l'angoisse de rouvrir le livre. Peut-être que le miracle de Spinoza que j'ai lu précédemment y est pour quelque chose. Une belle lecture avec de belles grandes pensées et un beau vocabulaire. Je ne veux pas dénigrer le roman, mais j'ai trouvé... Ah, mes jambes et les griffes du chat. Mais j'ai trouvé le répertoire lexical pauvre et l'histoire trop ronronnante. J'ai le sentiment que mes filles de 9 et 13 ans auraient
aurait, elle, pu y trouver beaucoup d'intérêt, mais le regard envoûtant du chat de la couverture ne les a pas touchés. Bah écoutez madame, retournez lire Spinoza, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est bon, vous m'avez saoulé là, j'en ai marre. Bah écoutez, je crois que je suis pas prête pour lire les critiques pour les 7 sœurs, le tome 5, parce que c'est mon préf. Et j'ai peut-être un petit peu peur que ce soit spoilant. Bah écoutez, non, parce que je crois que ça spoil trop, donc on va pas faire celui-là. On va passer à l'autre. Je voulais juste vivre de Yeon Mi Park. Ça va être un peu plus particulier, tout simplement parce que c'est un livre de non-fiction. Du coup, c'est l'histoire de Yeon Mi Park qui s'est échappée de Corée du Nord. Et du coup, elle va nous raconter son récit en Corée du Nord, en Chine et en Corée du Sud. J'avais trouvé cet ouvrage absolument bouleversant, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Je trouve que c'est un récit extrêmement poignant et qui est nécessaire. Du coup, j'ai hâte de voir pourquoi il y a une personne qui a mis 2 étoiles, parce qu'il n'y a aucun avis 1 étoile. En entamant ce livre, je me suis dit que la lecture allait être pénible et compliquée, car le sujet n'est absolument pas facile à traiter. Ça, c'est vrai. Je pensais être submergée par l'émotion et par l'horreur. Je connaissais peu la Corée du Nord, un peu comme tout le monde en fait, effectivement. Je savais juste que c'était un pays de la dynastie des Kim tenait... Je savais juste que c'était un pays que la dynastie des Kim tenait d'une main de fer depuis plus de 70 ans. Je pensais donc en apprendre un peu plus sur ce pays ultra fermé. Bah, normalement on en apprend un peu, hein. Ah, le fait est que j'en ai effectivement beaucoup appris sur ce pays. J'aurais mieux fait de me taire, parce qu'elle l'a dit juste après. La lecture a également été très pénible, mais pas dans le sens que j'attendais. Aucune émotion ne m'a submergée, les différentes épreuves que l'auteur a traversées sont juste relatées comme des faits divers. Et j'ai eu l'impression de lire la rubrique faits divers d'un long, très long journal. La narration est une succession de phrases. Okay. J'ai toutefois mis 2 étoiles pour souligner le courage de Yeon Mi Park, pour tout ce qu'elle a enduré, mais aussi son courage d'oser en parler. Après avoir fini le livre, j'ai voulu écouter son discours qui a déclenché sa popularité et qui l'a fait devenir une activiste. Clairement en 10 minutes de discours, qui finalement est un court résumé de sa vie, j'ai eu plus d'émotions, plus de pleurs qu'en 400 pages de son livre. C'est vraiment ce qui m'a manqué dans ce livre pour que je puisse l'apprécier à sa juste valeur. Néanmoins, ça n'enlève pas la réalité de son histoire, même si plusieurs points ont été remis en cause. Bah écoutez, oui voilà, contentez-vous des 10 minutes de discours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez pas de cœur, vous avez pas de cœur. Cette meuf, elle a vu... j'allais spoiler, non. Cette meuf, elle a enduré plein de trucs super durs, fallait pleurer. Ah, il y a un avis 3 étoiles que j'ai bien envie de lire parce qu'il l'a lu en version originale. Ah non, mais tu nous fais un roman là aussi, frère. Non, c'est trop. Non, ben on va pas le lire du coup. Bah, vous allez qu'à regarder Babelio, Je voulais juste vivre, et si vous voulez lire son avis, parce que c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Je viens d'apercevoir une critique 3 étoiles et je passerai au dernier après. J'ai eu du mal à me mettre dedans car beaucoup de descriptions sur la Corée du Nord au début sur son histoire. Ah, c'est normal, je sais pas, c'est mieux qu'elle nous en parle parce qu'on sait rien de son pays. Et puis c'est quand même une angoisse sur Terre de vivre en Corée du Nord. Ça a l'air tout à fait affreux quand on est pauvre et qu'on n'est pas de la famille Kim. Mais lorsqu'elle décrit sa fuite et toutes les étapes d'après, c'est plutôt passionnant. J'ai fini par bien aimer, mais seulement à partir de la 150e page. En vrai, je comprends pas trop cet avis. Que ça te saoule qu'elle décrive la Corée du Nord, mais c'est son pays. Je sais pas, ça me paraît logique. C'est son histoire. Elle a quand même vécu... je sais plus à quel âge elle s'est enfuie, mais elle a vécu au moins une dizaine d'années là-bas, donc genre je trouve ça normal qu'elle en parle, je sais pas, non? Bref. On va passer au dernier livre, il s'agit de Ne m'oublie pas d'Alice Garin. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année. C'est un roman graphique où on va suivre Clémence qui va aider sa grand-mère qui va kidnapper sa grand-mère de l'EHPAD et elle va l'aider à retrouver la maison de ses parents. Et c'est un voyage qui va être assez complexe puisque sa grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc on va un peu découvrir leur histoire à toutes les deux et comment elles vont essayer de retrouver cette maison qui est potentiellement imaginaire puisque sa grand-mère ne sait pas forcément où elle va. Bref, j'ai adoré, vous allez énormément pleurer si jamais vous le lisez. Je vous préviens tout de suite, ramenez les mouchoirs vraiment. Il y a 2 avis, 2 étoiles et on va y aller tout de suite. Alors son début d'avis, c'est le résumé, donc je vous l'ai déjà dit. J'ai voulu lire cette BD puisqu'elle aborde la maladie d'Alzheimer et j'aime lire des ouvrages qui sensibilisent sur les maladies.
Cette BD traite vraiment bien cette maladie et le quotidien de la personne malade, mais aussi des proches. On ressent la détresse de cette grand-mère qui ne sait plus qui elle est, ni même ce qu'elle fait. On comprend donc le choix de Clémence et sa non-passivité, oui j'avais déjà bien dit, contrairement à d'autres. Mais on comprend également la mère de Clémence qui semble désemparée face à la situation qui s'aggrave. Même si les personnages sont vraiment bien écrits et la maladie bien expliquée, je n'ai pas vraiment apprécié l'ouvrage. Je m'explique, on attend que ça madame. Je n'ai pas toujours tout compris à l'intrigue. La fugue, la maladie, tout ça j'ai compris et j'ai vraiment aimé ce qu'en a fait l'auteur. Par contre, il y a des moments où je n'ai pas compris et où je ne voyais pas où voulait en venir l'auteur. La fin est assez métaphorique et je pense l'avoir comprise, mais je n'en suis pas certaine. J'ai tout de même beaucoup apprécié les flashbacks qui retraçaient les souvenirs d'enfance de Clémence, ce qui permet de comprendre la relation entre les deux femmes. Ce n'est pas une BD que je garderai en mémoire, mais je trouve que cela reste tout de même un bon ouvrage qui traite de sujets importants. Cette personne n'a juste pas bien compris, en tout cas elle relève bien que ça traite extrêmement bien de la maladie d'Alzheimer. J'ai aucun proche, fort heureusement, qui est atteint de ça, mais je trouve qu'on peut quand même bien comprendre ce qu'elle peut ressentir, et bref, mais j'ai pas trouvé ça si compliqué à comprendre cet ouvrage pourtant. Je sais pas, moi j'ai pas compris. Passons à l'autre critique et la dernière de cette vidéo parce que j'en ai marre de lire des trucs mauvais sur des livres que j'aime. Allons-y gaiement. Dessin doux, sujet rebattu, beaucoup de succès pour ce récit d'Alzheimer de grand-maman vécu de l'intérieur. Je comprends, j'admire, je ressens une certaine paradoxale facilité dans ce récit, témoignage de moments douloureux. Peut-être un excès de consensualité. Mon esprit narquois se refuse à adhérer. J'ai rien compris de son avis. Un excès de consensualité. Déjà, ça veut dire quoi, consensualité? Parce que sensualité, j'ai, mais... Alors, écoutez, le Robert trouve pas consensualité comme mot. Est-ce que cette personne aurait inventé un mot? Écoutez, on va voir. Consensualité. Mais c'est pas un mot en fait, c'est pour ça que je le connais pas. Ah non, attendez, on a Wiktionnaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Fait d'être consensuel. Merci, mais ça n'aide pas trop. Fondé sur un consensus. Bah, écoutez, c'est déjà pas un mot que j'utilise très souvent, mais je comprends toujours pas. Peut-être un excès de consensualité. Pourquoi elle n'a pas utilisé de consensus? Bref, j'ai pas compris son avis. Et ben voilà, alors je ressens une certaine paradoxale facilité. Pourquoi vous mettez des mots comme ça, paradoxale facilité? Pourquoi tu mets pas juste une certaine facilité? Pourquoi paradoxale? Pourquoi elle est paradoxale la facilité? Il n'y a pas de sens dans ce que t'écris. Bref, on va s'arrêter là parce qu'elle m'a saoulée elle. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi c'est bon, j'en ai marre de lire des critiques négatives sur mes livres préférés, donc je vais aller apaiser mon cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez posté dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas avec ces critiques, dites non. En tout cas, n'hésitez pas à commenter en me disant quels sont vos livres préférés, vos livres que vous détestez. Si jamais vous avez fait cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, j'irai voir ça avec plaisir. J'adore cette vidéo, je trouve ça drôle la façon dont les gens changent de tête et ne sont pas contents qu'on dise du mal de leur livre préféré, comme ce que je viens de faire en n'ayant absolument aucun argument contre ce qu'ils disaient, juste en disant que leur avis était nul, c'est tout, voilà, argument de choix. Voilà, en tout cas, je vais arrêter de faire des outros aussi longues que ça. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!